14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va parler de la sexualité féminine. Depuis fort longtemps, on avait tendance à séparer les orgasmes féminins en clitoridien ou vaginal, ou pire encore, à considérer que seul l'orgasme vaginal était valable, comme si la jouissance obtenue autrement que grâce à un pénis dans un vagin, c'était pas valable. Faut dire que le docteur Freud n'avait pas tout compris sur la sexualité féminine, mais reconnaissons quand même qu'en son temps, il n'était pas le seul à ignorer comment fonctionnent les femmes. Heureusement, les temps changent. Et nous avons aujourd'hui Samuel Salama qui est avec nous et qui pourra bien répondre à toutes les questions et qui surtout va nous aider à tordre le cou à cette idée fausse. Il n'y a pas de bons ou de mauvais orgasmes féminins. Ils sont tous bons à prendre, même d'ailleurs lorsqu'ils sont provoqués par une pénétration anale ou même des caresses mammaires. Bref, la femme peut jouir de 1000 manières. Le plaisir féminin est complexe, multiple, et c'est ce que nous allons explorer durant ces 2 heures. Et vous allez voir que ce n'est certainement pas le continent noir de la sexualité. En tout cas, j'invite toutes les femmes à venir témoigner, quelle que soit votre manière d'arriver à l'orgasme, ou pas d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, on a peut-être quelques conseils à vous donner. Notre numéro 0826 300 300. Merci Samuel Salama d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde, et c'est avec grand plaisir. Eh ben, c'est un plaisir que nous allons partager tous avec vous. Alors, vous êtes gynécologue, vous êtes également médecin de la reproduction, sexologue également. Vous étiez venu récemment nous parler des femmes fontaines avec beaucoup de précisions que vous nous avez données. Et c'était une émission riche pour toutes celles qui aimeraient comprendre mieux le phénomène fontaine. Ça se réécoute en podcast, de toute façon. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on torde le cou à cette idée qui est encore fort répandue. Je me souviens quand j'ai commencé cette émission il y a un petit peu plus de 20 ans, j'avais des femmes qui appelaient et qui me disaient « je n'ai pas d'orgasme ». Et quand je les questionnais, je me rendais compte qu'elles avaient des orgasmes en se masturbant ou lors de cuni, mais pour elles n'avaient pas d'orgasme. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Aujourd'hui, vous avez encore des patientes qui arrivent et qui croient ne pas avoir d'orgasme parce qu'elles ont juste, quand je dis juste, c'est une façon de parler, un orgasme clitoridien. Non, aujourd'hui, celles qui consultent pour des troubles de l'orgasme, c'est principalement des femmes qui n'arrivent pas à jouer, qui disent je n'ai pas d'orgasme. Donc on a avancé depuis 20 ans. On a avancé là-dessus et bravo la presse, la littérature, les réseaux sociaux, d'apporter de l'information par rapport à ça pour dépasser ce climat. Mais rappelez-vous, dans les années 90-2000, il y avait dans les magazines d'été la question, est-ce que vous êtes clitoridienne ou vaginale ? Encore, oui, je sais. On se posait. Là, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu. Donc c'est fini cette étiquette. Je pense que les féministes seraient vent debout si on avait encore ce genre de titre dans un magazine. Voilà, donc on a réussi à le dépasser, même s'il y a différentes manières d'obtenir un orgasme, d'obtenir des orgasmes différents pour la femme. On a dépassé ce clivage parce que on sait anatomiquement aujourd'hui que quasiment tout, vient du clitoris. De tout le plaisir vient par la structure anatomique qui est le clitoris et qui va apporter du plaisir. Et d'ailleurs, quand on essaye de comparer les organes génitaux mâles et femelles, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose à comprendre d'intéressant. C'est-à-dire que oui, le clitoris, c'est, enfin, ce qu'on appelle le clitoris, c'est ce petit bout qui sort et qui est finalement tout petit. Mais quand on voit l'anatomie du clitoris, on voit bien que ça ressemble quand même, c'est à peu près ça ressemble pas à une verge évidemment, mais ça a à peu près la même taille. Alors, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le gland du clitoris, qu'on appelle clitoris anatomiquement, mais en fait, la structure du clitoris, elle mesure 8 à 12 cm. Elle a une structure en arche interne, paravaginale, et c'est embryologiquement exactement la même chose que le pénis chez l'homme. Il y a des corps caverneux, il y a des bulbes spongieux, mais au lieu d'avoir une structure rectiligne, c'est une structure en arche avec un gland à l'extérieur et une structure interne, des corps caverneux et des bulbes spongieux. Petite subtilité histologique, le gland du pénis chez l'homme, c'est la remontée des bulbes spongieux et il y a entre 4 et 6 000 terminaisons nerveuses sur une surface relativement large, alors que chez la femme, ce qu'on appelle le gland à l'extérieur, c'est la réunion des corps caverneux, et là on est sur 8 à 10 000 terminaisons nerveuses sur une surface beaucoup plus petite. On est sur une densité beaucoup plus élevée, beaucoup plus réactive, beaucoup plus électrique.
Ce qui fait que même parfois, ça peut être désagréable d'être titillé sur son clitoris quand on y va un peu trop fort, parce que justement, c'est très très innervé. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est que il y a des zones qu'on a rendues très érogènes dans l'enfance, par exemple, et qui provoquent déjà beaucoup de plaisir. Et c'est là où ça se complique, parce que on peut être, par exemple, il y a des femmes qui jouissent du mamelon. Alors, il y a des connotations par rapport aux premières sensations qu'on a pu avoir dès même la toute petite enfance. Concernant le cas particulier du mamelon et du sein, quand on regarde sur ce qu'on appelle l'homoculus de Penfield, c'est la projection dans le cerveau sur les aires sensitives des différentes parties du corps. Donc ça commence dans la partie la plus distale avec la langue, qui est très grosse, très représentée parce que très sensitive, puis le visage, puis la main avec le pouce très fortement marqué, puis tout le corps, et on arrive en fait sur la jambe, et on a les orteils, puis les tétons. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire là? C'est une particularité quand même qu'on n'explique pas bien. Puis le col, puis la vulve et le clitoris ou le pénis sur une projection masculine. Et donc en fait, on retrouve ces orteils, on retrouve ces tétons dans l'air très 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 proche, sensoriellement parlant, au niveau cérébral, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, proche des zones génitales. Et donc c'est pour ça que certaines personnes, avec des stimulations, des érotisations, peuvent avoir beaucoup de plaisir, voire même des orgasmes, sur la stimulation mamelonnaire. D'accord. Donc tout ça, ça parle certainement à certaines femmes qui nous écoutent. Et ce qui est important à comprendre, après tout, c'est qu'il faut aller s'explorer quand on est une femme. Et il faut aller éveiller, parce que c'est pas mort, mais c'est parfois très endormi. Donc il faut aller éveiller, si je puis dire, son corps, quoi, pour ressentir plus de jouissance, plus de plaisir. Alors le plus, oui, c'est même déjà débuté. Nous, les femmes qu'on voit en consultation qui ont une anorgasmie, il y a une constante, c'est qu'elles se connaissent pas et qu'elles se sont jamais explorées. Il y a des femmes qui ont des sexualités très épanouies, très bien, qui pour autant ne se sont jamais masturbées. Ok, très bien. Mais une constante, c'est que quand il y a des difficultés sexuelles, généralement, il y a un manque de connaissances sur sa propre anatomie. Et comment demander à un partenaire, homme ou femme en face, d'apporter quelque chose qu'on n'est même pas capable de trouver soi-même, qu'on ne connaît pas. Donc la base de l'apprentissage, quand il fait défaut, c'est de s'explorer. C'est la curiosité, finalement. C'est de la curiosité. Un de mes mentors, qui s'appelait Pierre Desvaux, recommande le bain de la princesse. De dire, si on a des difficultés sensorielles, ok, on laisse le téléphone en dehors de la pièce, on va se mettre dans une baignoire, bien au chaud, avec un petit peu de mousse, un petit peu de musique, et on s'enferme pendant 1 heure. Et on va explorer son corps. Et on va explorer que quand on touche la face externe du bras, c'est pas les mêmes sensations que quand on touche la face interne. Quand on touche la face externe de la cuisse, c'est pas la même chose que quand c'est la face interne. Quelles sont les sensations sur le ventre? Quelles sont les sensations sur les seins? Quand on arrive dans les creux, par exemple, c'est plus sympa, etc. Les peaux ne sont pas les mêmes, les sensations ne sont pas les mêmes, et écouter ces sensations, les laisser monter, parce que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, de par leur vie, le stress, n'ont jamais écouté ou n'écoutent plus leur corps et se disent aujourd'hui je suis insensible. Prendre le temps, il n'y a pas de pathologie neurologique qui coupe la sensibilité complète. Donc prendre le temps de réécouter, de relaisser monter ces sensations et de les réécouter comme sensuelles et érotiques. En même temps, j'entends ce que vous dites et je suis évidemment totalement d'accord, mais on sait très bien qu'il y a, on va faire un tout petit peu de psychanalyse, il y a le ça et le surmoi. Le ça, c'est je vais tout prendre et tous les plaisirs et il y a rien qui m'arrête, et puis le surmoi, c'est oh là là, rien, je n'ai droit à rien. Et quand il y a des femmes qui ont un surmoi très très fort, pour prendre pour prendre cette image, pour que tout le monde comprenne bien, rien que l'idée d'aller toucher son corps, c'est déjà presque tabou, interdit. Donc c'est compliqué parce qu'il faut aller dépasser cette barrière morale qui est parfois presque infranchissable. Et pas que morale, mais il y a 4 piliers sur lesquels on se construit sa sexualité. Il y a l'éducation, la morale, la religion dans laquelle on a baigné. Il y a la santé qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est dangereux pour sa santé à faire ou ne pas faire. La loi, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, en France, la loi, elle est quand même relativement permissive. On a le droit de se masturber. On a le droit de se masturber, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il n'y aura pas d'amende. Et la société, l'ambiance dans la société. Il y a une époque où ça se faisait pas, c'était pas bien, et aujourd'hui, ça devient à la mode. Il y a des bouquins sur l'éloge de la masturbation, et donc,
clairement, la masturbation, ça rend pas sourd, ça rend pas aveugle, ça donne pas des maladies, il y a pas de problème. Ça renforce le système immunitaire. Allons-y, masturbons. Et si on va jusqu'à l'orgasme, c'est bien pour sa santé mentale. Donc, pas de problème par rapport à ça, mais la masturbation avec un côté découverte, parce que si la femme ne se connaît pas elle-même, comment le partenaire en face peut le trouver? Un clitoris, il y a autant de manières de stimuler un clitoris qu'une femme. Certaines vont vouloir que ce soit appuyé, d'autres très léger, très superficiel, de haut en bas, de droite à gauche, dans un sens, dans l'autre, que du côté gauche. Voilà, il y a 1001 modalités. Donc, à nous de les connaître, à la femme de la connaître pour la transmettre à son partenaire. Sinon, il va galérer longtemps, quoi. Eh bien, justement, Nathalie est plutôt clitoridienne. On va en parler dans un instant, justement, parce que c'est aussi la majorité des femmes, et ça, c'est bien parfois aussi de le rappeler. On lui donne la parole dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Salama est avec nous et nous évoquons la jouissance féminine. Alors oui, justement, on fait une petite différence en général entre jouissance et orgasme. Samuel Salama, c'est pareil. Est-ce que c'est une idée à laquelle il faut tordre le cou? On dit généralement que la jouissance est un plaisir intense et l'orgasme c'est le point culminant de la jouissance. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? D'un point de vue plus médical, on va qualifier l'orgasme comme une réaction neuromusculaire. C'est vraiment réflexe, la contraction des muscles du plancher pelvien, toutes les 0,8 secondes, puis s'espacant progressivement. Donc c'est vraiment une réaction neuromusculaire. Et la jouissance, ça va plutôt être la perception de cette contraction musculaire, qui peut être bien, bof, super, génial ou topissime. Donc la jouissance est plus conditionnée par rapport au contexte, au cadre, à la qualité de la relation avec la personne, et ça va être le résultat de cette contraction qui peut être la même, mais perçue de manière différente. Nathalie, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Oui, bon, ben voilà, moi je fais partie des femmes clitoridiennes, on va dire. Alors justement, on va essayer de pas trop les différencier, ces femmes, mais il est vrai que quand même les chiffres sont là. Je crois que c'est 70% de femmes ont plutôt une jouissance clitoridienne et à peine 30%, mais c'est déjà pas mal, arrivent à une jouissance lors d'une pénétration. Ouais, c'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas tout un tas de préparatifs, moi je vois le phénomène, les ébats amoureux un peu comme la cuisine iranienne, quoi. On met tous les plats sur la table et puis après on choisit un petit peu de chaque chose, quoi. Ouais, j'ai eu peur quand vous parliez d'iranienne, je me suis dit, oula, ça fait boum ou quoi? Non. La cuisine, je parle de la cuisine qui est excellente. Oui. Et donc, c'est vrai que moi j'ai découvert mon clitoris très tard, parce que je sors d'une famille judéo-chrétienne, avec de l'inceste, bon voilà, donc la sexualité pour moi c'était, oh là là, prendre du plaisir, non, c'était pas pour moi, quoi. Je méritais pas ça, quoi. Quand vous dites très tard, c'est-à-dire... Oh, je me suis masturbée très tard. Oui, mais c'est quoi très tard? Oh, très tard, je sais pas, à la quarantaine. D'accord. Ouais. C'est l'exploration, mais c'est vrai qu'il y a encore avant, je n'osais pas. Des dogmes qui disent qu'une femme bien, c'est une femme qui a un maximum d'enfants et un minimum d'orgasmes. Il y a des familles où la sexualité, c'est tabou, c'est sale, on n'en parle pas, voire on en parle de manière péjorative, et donc il y a vraiment un capuchon qui est mis dessus et on en parle pas. Mais regardez, quand on entend les jeunes qui parlent du body count, ça fait peur quand même, hein. Ça voudrait dire qu'une femme qui a eu trop d'amants, elle est jetable. Non, mais c'est, il y a des signes qui laissent à penser que on fait peut-être un petit peu de temps en temps marche arrière. Hein. Oui, alors, encore une fois, c'est pas tout le monde. Non, bien sûr, mais enfin, c'était pas tout le monde non plus. Oui, Nathalie, pardon, allez-y. On est quand même catalogué. Enfin, moi, du coup, j'ai eu beaucoup d'amants pour me venger les hommes de ce qu'on m'avait fait quand j'étais gamine. Bon, voilà, j'étais la salope de la famille, j'étais la pute de la famille, quoi. Hein. J'étais donc. Mais peut-être que ça vous a fait du bien, justement, d'être ça, parce que ça vous a permis aussi de leur. D'aller dépasser. Oui, absolument. Un côté rebelle, parfois, ça fait du bien, ça libère. Ouais. C'est ça. Mais oui, c'est ce qui m'a aidé de toute façon à passer au-dessus de tout ça. Hein. Et c'est vous qui prenez le contrôle de votre sexualité. Ah, complètement.
Complètement, oui. Puis ma maman me faisait bien comprendre que, oh là là, c'était vraiment pas bien, quoi. Oui, mais la pauvre, elle a peut-être eu aussi des mauvaises expériences. Oui, elle a eu de très mauvaises expériences, c'est exactement. Oui. Donc, mais quoi qu'on en dise, et tiens, je vais aussi ouvrir cette boîte de Pandore. Nous, en tant que femmes, on est très tributaires de la sexualité de notre mère. Oui. On a de ça aussi dont il faut s'affranchir. Alors parfois c'est formidable parce qu'on a une mère très sensuelle et qui nous ouvre à la sensualité, mais parfois on a des mères, il faut aller à l'inverse de nos mères et c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, non, pas du tout. Non, moi, on ne m'avait rien expliqué. J'ai même eu mes règles à 10 ans et demi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et ça, c'est traumatique souvent. Ouais. Ah ouais, moi je m'étais cachée, j'avais mis du coton, j'ai taché ma culotte, j'ai pris une tarte dans la figure parce que j'avais taché ma culotte et que j'avais rien dit, quoi. Je savais même pas ce que c'était, quoi. Oui, c'est triste. Mais au moins, Nathalie, à 40 ans, le démon de midi vous rattrape. Oui, tout à fait. Et vous avez, alors c'est toute seule que vous avez commencé à découvrir que vous aviez un petit truc qui fait du bien? Alors non, toute seule, parce que j'ai eu un amant jeune qui était un monsieur beaucoup plus âgé que moi, qui avait bien compris comment je fonctionnais. D'accord. Donc je m'étais rendu compte qu'effectivement, il vous faisait du bien. Il me faisait beaucoup de bien, et en même temps que la pénétration, il me touchait le clitoris, enfin il avait l'art et la manière. D'accord. Donc je partais quoi, c'est sûr que, bon voilà quoi. Alors justement, un homme qui aimait la sodomie en plus, et il me sodomisait, j'avais même pas l'impression qu'il me sodomisait, enfin c'était un truc de fou, j'en revenais même pas moi-même, quoi. Il savait tout faire bien, quoi. Ouais, vraiment. Alors, c'est intéressant, Nathalie, parce que je vais rebondir sur votre témoignage, parce que vous dites « je suis clitoridienne ». Mais si j'entends bien, vous avez un homme qui vous fait l'amour, donc qui vous pénètre, tout en caressant votre clitoris. Oui. Et vous avez donc un orgasme, si je comprends bien. Et finalement, oui. Alors, est-ce que c'est un orgasme clitoridien, finalement? Vous voyez, c'est là où on est déjà... C'est-à-dire qu'au départ, il amène ça avec le clitoris et tout, mais après, effectivement, je pense que je peux avoir un orgasme vaginal s'il y a quand même ce contact avec le clito. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrête les termes de clitoridien ou vaginal et comprendre en fait les modalités de stimulation du clitoris. Votre témoignage, Nathalie, met les pieds dans le plat, c'est formidable. Ça, je vous laisse Samuel expliquer. Donc en fait, le clitoris, avec cette structure, allez voir sur Internet pour le voir et le comprendre. À l'extérieur, on a le gland qui peut être stimulé avec les doigts, la langue, les frottements du pubis, les sextoys vibrants, et c'est puissant, c'est électrique, c'est local. Ensuite, il y a les mouvements de pénétration. Le fait de rentrer et de sortir un pénis dans un vagin, ça va tirer sur les petites lèvres. Et les petites lèvres en haut sont reliées au frein du clitoris et au capuchon du clitoris. Et comme je vous ai dit, il est très innervé, c'est très sensible. Donc les mouvements d'entrée et sortie tirent sur ce mouvement et c'est plutôt agréable. Et la troisième modalité qui est moins connue des femmes, c'est la distension latérale du vagin. En fait, de chaque côté du vagin, il y a les corps latéraux du clitoris. Et avec un pénis suffisamment large ou des mouvements d'étirement, de bascule de haut en bas, ça va stimuler ces corps qui sont richement innervés, qui sont vascularisés, qui vont créer une hyperpression dans le clitoris et qui vont donner des bonnes sensations. En fait, aujourd'hui, on le sait, tout le plaisir neurologique de la femme vient de cette structure du clitoris, mais il y a différentes manières de la stimuler. Soit en externe sur le gland, soit en interne par les mouvements d'aller et venue, soit sur la distension. Le vagin en lui-même, il n'y a pas tellement de sensibilité. Le vagin, c'est juste un conduit musculo-membraneux qui va du col jusqu'à la vulve, mais si vous écartez et que vous touchez la paroi latérale du vagin gentiment, il se passera pas grand-chose. C'est plus l'étirement latéral qui va être intéressant. Et comme vous l'avez dit, oui, il y a seulement 30% des femmes aujourd'hui qui sont capables d'avoir des orgasmes avec la pénétration vaginale exclusive, sans aucune stimulation clitoridienne. Donc, les femmes aiment être pénétrées, mais c'est pas forcément évident pour chacune de pouvoir jouir comme ça. Donc rajouter de la stimulation clitoridienne, c'est un plus. C'est un plus, exactement. Et je précise, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes évidemment qui nous écoutent et que ça intéresse, messieurs, c'est vrai que la manière dont vous allez bouger va être plus positive ou pas pour la jouissance de votre partenaire. Parce que si vous faites des mouvements toujours pareils,
le même tempo, la même cadence, le même. Bon, ça nous surprend moins et ça nous amène moins à la jouissance aussi. Alors, il ne faut pas forcément changer tout le temps non plus, parce que quand on est sur une bonne cadence, c'est dommage de changer au dernier moment. Ils font juste la guirlande électrique. J'éteins, j'allume, j'éteins. C'est vrai que c'est pas passionnant comme histoire. Et techniquement parlant, les mouvements d'entrée-sortie sont plus des mouvements qui vont donner du plaisir à l'homme, alors que les mouvements d'étirement, de bascule, sont plus ceux qui vont donner du plaisir à madame. Et le meilleur moyen de le voir et de le comprendre et de le découvrir, c'est que monsieur s'allonge et que madame se mette dessus en Amazon. Qu'est-ce que spontanément elle va faire comme mouvement ? Des mouvements d'avant en arrière de bascule ou des mouvements de haut en bas ? Il faut être très très forte dans ses abdos et ses cuisses pour faire des mouvements de haut en bas. Voilà, les mouvements d'avant en arrière, ça frotte le clitoris sur la symphyse pubienne, ça étire le clitoris par la pénétration sur l'érection, et les mouvements de haut en bas, ça fait les quadriceps, donc sauf s'il y a des fans de crossfit. Moi je préfère faire du cheval à ce moment-là, voilà. J'en ai d'accord. Vous êtes d'accord, Nathalie ? Oui, aussi. Bon, Nathalie, pour une clitoridienne, je crois que ça va. Je crois que ça devrait aller. On va pas se plaindre. Bon. Encore faut-il avoir le bon amant quand même. Ça c'est le problème. C'est le problème. Mais pour trouver un bon amant, il faut aussi parfois expliquer et faire comprendre aux hommes et de les faire quitter cette sexualité phallocentrée, parce que le pénis c'est bien et les femmes aiment être pénétrées, mais c'est pas le seul outil pour avoir du plaisir. Non, mais c'est vrai que les femmes aiment être pénétrées. Ça, c'est vrai que c'est bien de le dire aussi, parce que comme il y a actuellement aussi tout un courant anti-pénétration, c'est bien de rappeler que les femmes aiment être pénétrées. N'est-ce pas, Nathalie ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On est d'accord. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve avec le Love Conseil, les rituels amoureux. Et nous avons Muriel qui a une bartholinite. Du coup, ça influence évidemment sa sexualité. Elle nous en parle dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va parler des rituels amoureux, Samuel Salama. C'est important parce que un rituel, en fait, c'est l'inverse d'une habitude. C'est quelque chose qu'on va faire de la même manière qu'une habitude, mais qui a une action magique, quoi. En fait, et c'est tout le pouvoir du rituel parce que ça donne une puissance, si je puis dire, et ça a donc un effet sur la libido, un effet positif sur la libido. Par exemple, faire l'amour dans une ambiance que vous aurez préparée, qui peut même être identique. Par exemple, il y a des couples qui pourraient faire l'amour à chaque fois, ils allument des bougies parfumées, etc. Et donc, c'est un rituel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prépare, si je puis dire, à l'acte sexuel. Et c'est vrai que ça éveille le désir. Déjà que de préparer le rituel, c'est déjà des préliminaires, si on pourrait dire. Prélude. Mais oui, tout à fait. Et encore plus du côté féminin. Voilà, et j'aime bien l'idée d'organiser son temple de l'amour. Vous savez, moi je trouve que dans sa chambre, on devrait toujours avoir des lumières qui sont un peu tamisées pour quand on a envie de faire l'amour un peu tranquillement. On peut même, il y a des couples qui ont des miroirs qu'ils peuvent disposer à des moments précis, parce que s'ils ont des enfants, on peut pas mettre une chambre avec plein de miroirs, mais bref. Et c'est ça l'intérêt du rituel amoureux. Alors les draps aussi, ça peut être quelque chose. Ça peut être un voile autour du lit. Ça peut être des musiques que vous pouvez mettre en. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est huile de massage, cocktail. Bref, tout ça, c'est ce qui permet de montrer à son partenaire ou sa partenaire qu'on a envie de se faire plaisir et qu'on commence déjà à se faire plaisir d'une manière autre que tout de suite des caresses ou quelque chose d'ordre sexuel. Et je crois que c'est vraiment important. Mais ça veut surtout dire qu'on a du temps. Ça veut dire qu'on a du temps. Parce qu'on va mettre en place ces rituels, c'est qu'on a du temps, c'est qu'on est disposé. Et un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui sur le désert sexuel hypoactif, c'est que avec la charge mentale, avec les occupations, avec la fatigue, avec le stress, en fait, on n'a pas le temps de penser à sa sexualité. Et de mettre en place ces rituels, ça veut dire qu'on a un créneau qui est bloqué, ça veut dire qu'on a de la disponibilité et qu'on peut rentrer dans le mood sexualité. Mais ça peut être réserver une chambre d'hôtel, de dire qu'on réserve l'hôtel de 14h à 18h et on est là
pour ça. Donc dès le matin, on commence à se chauffer avec des textos, on se prépare, on met de la jolie lingerie, on prépare un petit cadeau, on prépare un petit sextoy. On est dans le mood. Et donc il y a un temps qui est dédié à ça, chose qui n'est pas dans la vraie vie de famille de tous les jours avec papa, maman, le travail, le stress, les enfants. Mais enfin, j'ai quand même une solution, passer 1 heure ou 2 de moins par jour sur votre smartphone à scroller et vous aurez du temps pour préparer vos rituels amoureux. Oui, mais parce que le téléphone, c'est de la dopamine facile et qu'on va chercher à se trouver du plaisir de la manière la plus facile qui soit, et avoir une sexualité à deux, ça demande des rituels, ça demande de l'organisation, ça demande de l'imagination, ça demande de la mise en place, et parfois, c'est plus simple d'être sur son téléphone. C'est sûr. Alors, justement, là, peut-être que vous avez besoin de votre téléphone, parce qu'on va jouer avec Lelo. C'est un plug Surfer 2 qui est à gagner aujourd'hui, qui est très joli d'ailleurs. Bon, là, on le voit sur une paire de chaussures, donc on ne le voit pas très bien, mais c'est un bel objet tout violet. On sait ce que c'est que les plugs, c'est pour le plaisir anal. Il est forcément donc unisexe, il est vibrance, plug anal, et il a vraiment un très joli modèle, il est très, très beau. Et si vous avez envie de le gagner, vous prenez votre téléphone, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Je vous appelle parce que moi je suis clitoridienne, alors peut-être à cause de la particularité que j'ai une bartholinite. Et du coup, est-ce que c'est grâce à ça que je suis, il y a une hyperesthésie et du coup, par conséquent, je suis davantage clitoridienne. Qu'est-ce que vous appelez bartholinite ? Alors, j'ai une inflammation des glandes de Bartholin. Mais elles sont gonflées ? Ah oui, j'en ai une qui ressort et qui est assez gonflée, ouais. D'accord. Au niveau des lèvres. Donc en fait, je vous ai pas examiné, mais on va plutôt appeler ça un kyste de Bartholin, parce que je vous jure qu'une patiente qui a une bartholinite, elle est hyperalgique, elle marche en cow-boy, elle peut pas s'asseoir, et faut l'opérer dans le plus bref des délais, parce que c'est très 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 douloureux. On ne peut pas vivre avec une bartholinite. Non, c'est vrai, excusez-moi. C'est un kyste permanent de la glande de Bartholin. Ce sont des kystes. Voilà, je précise que Samuel est gynécologue, donc il sait de quoi il parle, Muriel. Vous êtes entre de bonnes mains, si je puis dire. Merci, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Voilà. Donc en fait, les glandes de Bartholin, c'est 2 petites glandes qu'il y a vraiment tout en bas au niveau de la fourchette, sur la face interne des petites lèvres, et on ne sait pas bien à quoi elles servent dans l'espèce humaine. Donc on pense que c'est des reliquats par rapport aux animaux, où ça pourrait sécréter des phéromones, peut-être que ça en sécrète aussi dans l'espèce humaine, mais en tout cas on n'est pas capable de les détecter, puisque l'organe voméronasal n'est absolument pas développé dans l'espèce humaine. Donc il y a ces glandes, et on ne sait pas à quoi elles servent, mis à part à faire des bartholinites. Donc parfois elles peuvent se boucher, il peut y avoir une petite concrétion, et puis il y a du liquide qui se met à l'intérieur. Pour dire vrai, en fait, c'est un kyste du canal de la glande de Bartholin, et ça va faire une boule de 2-3 cm qui peut être gênante, qui gêne pas forcément dans la vie de tous les jours, mais pour les rapports, ça peut embêter, et ça peut entraîner des douleurs à la pénétration, donc ça peut être un petit peu embêtant. Dans votre cas, Muriel, peut-être que ce serait aussi bien de les enlever, non ? Oui, c'est prévu. C'est prévu. D'accord. Oui. Et paraît-il, ça serait suite à une inflammation après une épisiotomie, paraît-il. Peut-être, c'est un tout petit canal, il a mille et une manières de se boucher, et voilà. Donc peut-être c'est lié à ça, peut-être que c'est juste 2 événements qui n'ont rien à voir. Mais en tout cas, clairement, s'il y a un kyste du canal de la glande et que ça vous gêne, il y a une chirurgie à faire, qui doit être faite de manière très minutieuse, et après laisser quelques temps de cicatrisation, et comme ça vous serez plus embêté avec. Oui, c'est prévu, oui. Et ça fait longtemps que vous avez ce problème ? Alors ça s'est développé, c'était pas très important, et là maintenant c'est un kyste qui prend beaucoup de place et qui me gêne, et a priori j'en aurai d'autres aussi qui est proche du rectum, voilà. Donc est-ce qu'il y a une hyperesthésie qui fait que j'ai une sensibilité à ce niveau-là? Je sais pas. Justement, je me pose des questions aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si vous avez une balle de golf, globalement, ça prend de la place, et c'est gênant, c'est inconfortable, c'est douloureux, et ça va pas vous laisser tout le champ libre pour profiter de de la sensualité et des sensations qui vont pouvoir émaner du vagin, de la stimulation du clitoris au travers le vagin, pour être plus précis.
D'accord. Oui, et puis à un moment, quand on sait qu'on va peut-être avoir mal, c'est fini, on est plus du tout disponible. Donc c'est là, je pense qu'il faut en effet vous débarrasser de ça. Exactement. Et qu'est-ce que je peux faire? Quel serait le positionnement qui serait le moins algique pour moi? Ce que je me dis à chaque fois, justement, je me pose cette question-là. Vous faire opérer. Clairement, il n'y a pas de position. Évaluez vous-même, et vous avez une boule qui fait 2-3 cm sur une ouverture vaginale qui est étroite et qui est d'autant plus resserrée au travers ça. Alors j'ai peut-être une solution, Muriel. Il faut trouver un homme qui a un micro-pénis. Dommage. Oui, mais après l'intervention. Ah bah après vous changez, c'est pas grave. À voir. Non, mais je plaisante évidemment. C'est pas drôle. Il faut vous libérer de ça. C'est quand même, bien sûr. En attendant, on veut jouer dans la salle d'attente, comme on dit. Toute sexualité n'est pas obligatoirement pénétrante et parfois sur des tranches de vie, la pénétration n'est pas possible. Et donc, en attendant, on trouve des alternatives qui sont plaisantes pour madame, pour monsieur. Il n'y a pas d'obligation à la pénétration systématique et à tous les rapports. Et ça ira sans doute mieux une fois que vous aurez été opéré et que ça aura cicatrisé, et vous pourrez reprendre le temps. Donc. Et vous avez un partenaire actuellement, Muriel ? Oui. Alors oui, il faut vraiment, moi je vous conseille vraiment pour l'instant, éviter la pénétration parce que ça va laisser des petits, dans votre mémoire, des petits moments pas très agréables, et c'est jamais bon, vous voyez. Donc, si pour monsieur, vous pouvez acheter un cône masturbateur, ou vous pouvez si vous avez un peu de sein, vous pouvez vous servir de vos seins pour le faire jouir. Enfin, vous voyez, profitez-en. Moi, je vous dis, profitez-en pour faire des fantaisies sexuelles pendant le temps qu'il faut jusqu'à l'opération. Ça va nourrir votre imaginaire érotique. Oui. Et ensuite, youpi, voilà. On se retrouve. Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire comme chose. Mais le rapport sexuel ne doit pas être douloureux parce que, comme vous l'avez dit, ça crée des réflexes de défense. Ça fait mal, on n'a pas envie, on évite, on refait, on est stressé, on lubrifie moins, ça fait mal et on est vraiment dans un cercle vicieux. Et il faut sortir de ce carcan-là. Le rapport sexuel doit être agréable, et c'est parce qu'il est agréable, qu'il est bon, qu'il y a des orgasmes, que ça donne envie d'y retourner. Oui, tout à fait. Merci de votre témoignage, parce que ça concerne beaucoup de femmes aussi qui de temps en temps se sentent un petit peu obligées de subir, et puis c'est jamais, on n'en tire jamais rien de bon. Non, on ne doit pas subir, et on doit trouver des alternatives qui permettent d'avoir et madame et monsieur satisfaits, épanouis, même sans pénétration, parce que la sexualité, c'est pas que la pénétration. On est bien d'accord. Mais c'est Émilie dans un instant qui va nous parler de son plaisir clitoridien, anal, et puis elle va nous dire aussi ce qu'elle pense de la pénétration. Et vous pouvez vous aussi nous rejoindre 0826 300 300 si vous avez des questions à poser sur votre sexualité féminine. Et si vous êtes un homme, vous avez le droit de réagir, à condition que vous ayez des choses intelligentes à dire. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Salama et nous évoquons avec vous toutes les différentes manières de prendre du plaisir chez les femmes. Je rappelle que vous êtes également spécialiste, vous êtes gynécologue et sexologue, et vous avez écrit des livres un peu spécialisés, dont Femme Fontaine et Éjaculation féminine, des éditions du Cherche Midi. C'est ça. On veut tout savoir sur ce sujet dont nous avez parlé la dernière fois que vous êtes venue. Émilie, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Bonjour. Dans mon cas, je suis plutôt clitoridienne et anale, et alors pas du tout vaginale. Et en fait, ça nuit à ma sexualité avec beaucoup d'hommes quand même, et parce qu'il y en a beaucoup qui aiment uniquement la pénétration vaginale et la fellation, et moi je préfère autre chose. Et je trouve ça dommage parce que avec ceux qui savent faire, il y a tellement de manières de stimuler le clitoris. Par exemple, la personne qui me fait le plus jouir, c'est quelqu'un qui suçote mon clitoris sans fin, et c'est exquis. Et vous voulez dire quand il a pas faim? Et aussi,
Le fait de se frotter avec mon partenaire en restant tout habillé, j'aime bien aussi, ça stimule aussi bien le clitoris. Et puis mais ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, ça veut dire que les hommes, vous leur dites, mais si, je veux bien être pénétré, mais de manière anale, et ça leur va pas. Ils veulent une pénétration vaginale, généralement, c'est ça? Pour la pénétration anale, en fait, ça dépend surtout de la taille du partenaire. S'il a un gros pénis. Ah oui, donc là, c'est vous. Oui, d'accord, c'est vous qui choisissez. Oui, c'est ça. Et s'il a un petit pénis, c'est mieux, oui. Après, il y a quand même eu des hommes qui avaient la bonne taille, mais qui n'aimaient pas qui ont pratiqué avec moi pour la première fois la sodomie et qui trouvaient que c'était trop serré, ça leur a pas plu. Enfin, ça ne lui a pas plu. Il y en a eu 15 sur les hommes que j'ai rencontrés. Et voilà. Non, mais c'est vrai que tous les hommes n'apprécient pas la pénétration anale, ça fait pas partie de leur fantasme, de leur envie, la sensation, et puis le fait que parfois ce soit pas toujours propre. Enfin, c'est quelque chose qui les met parfois mal à l'aise. Oui, bien sûr. C'est pas forcément leur truc, quoi. Donc il faut l'entendre, encore une fois, tout le monde n'est pas obligé d'aimer tout. Après, encore, la sexualité, c'est un terrain d'entente. Il faut réussir à harmoniser les pratiques. Et les pratiques, les mouvements, certaines choses qui plaisent à certaines, c'est pas ça qui va donner du plaisir à l'autre partenaire. Et donc, il faut trouver une alternance de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Et c'est là qu'on voit, Émilie, c'est que plus on a une sexualité, j'allais dire, enfin, je voudrais trouver un mot autre que limité, parce que votre sexualité, elle n'est pas limitée, mais si on a envie de certaines pratiques et pas d'autres, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver des partenaires qui s'adaptent à nos choix. Si on aime bien tout, c'est plus facile de trouver un partenaire. Hein. Mais vous avez des partenaires, enfin vous n'avez pas un partenaire fixe, c'est ça ? Non, oui, c'est ça, j'ai pas un partenaire fixe. Et oui, c'est vrai que c'est que au dernier moment, quand on est au lit, qu'on sait si la personne, si ça va masser ou pas sexuellement. Et alors malheureusement, il y a des personnes, je leur dis avant que ça devienne intime, je leur dis que j'aime pas qu'on touche à mon vagin et que je préfère la sodomie. Et il y en a plein qui m'ont dit oui, et puis une fois arrivés au lit, ils ont dit mais moi je veux la pénétration vaginale, et du coup ça le faisait pas parce que voilà, ils ont juste dit oui pour qu'on arrive jusqu'au sexe, et une fois là ils ont tenté la pénétration vaginale alors que je leur avais déjà dit que ça m'intéressait pas. Si je me souviens bien, parce que je crois que c'est pas la première fois que vous témoignez, vous êtes un peu vaginique, hein, c'est ça ? Oui, voilà, je fais du vaginisme, alors ça fait mal quand on touche à mon vagin, mais heureusement, il y a plein d'autres manières de prendre du plaisir. D'accord, parce qu'il y a deux manières d'entendre votre témoignage à la base. C'est pour ça que je vous donne l'information, c'est Samuel. Ça, parce que moi, j'ai eu des patientes qui me disent, par la pénétration vaginale, je sens rien. Je m'ennuie. Voilà, il se passe rien. Donc la stimulation clitoridine, ouais. La sodomie, j'adore, mais la pénétration vaginale, voilà. Donc je le fais pour faire plaisir. Il y a un moment, cette patiente me disait qu'elle ne faisait que de la pénétration anale parce que c'était comme ça qu'elle kiffait, et que maintenant elle se réobligeait à refaire de la pénétration vaginale pour tenter de se rééduquer, de réapprendre, d'essayer de comprendre. Mais vous, votre cas, il est différent. Il y a un vaginisme. Il y a un vaginisme, c'est-à-dire une contraction des muscles autour du vagin qui empêche la pénétration, ou qui, toute tentative de pénétration, devient douloureuse avec une hypertonie des muscles releveurs. C'est pas du tout la même chose. Mais ça peut aussi se traiter. Si ça vous intéresse d'explorer un petit peu votre vagin, on peut... Ça peut se voir en consultation. Les kinés font une approche qui est kinésexologue, ou une approche qui est très intéressante là-dessus, pour que vous puissiez vous réapproprier votre vagin. Maintenant, si ça vous intéresse pas, encore une fois, on n'est pas obligé. Oui, un jour, je me pencherai sur le cas, mais bon. En fait, j'ai tenté tellement de choses sans succès que j'ai décidé de laisser tomber. Et puis, j'ai découvert plein d'autres manières de prendre du plaisir. Donc voilà, je me dis, un jour plus tard, puisqu'il existe des solutions, je me pencherai là-dessus, mais bon, pour l'instant... De toute façon, si vous n'avez pas envie, il y a de fortes chances que les solutions ne marcheront pas. Mais c'est ça, la première motivation pour que ça marche, c'est l'envie de changement. Et par contre, ce que vous faites qui est
bien et qui est très important, c'est d'en discuter avant. La sexualité, c'est pas de l'improvisation uniquement sous la couette, et c'est pas mal d'en parler avant sur qu'est-ce qu'on fait pas, de quelle manière, de poser un petit peu un cadre, parce que c'est dans un cadre limité où on peut s'épanouir sans faire de fausses notes, sans avoir de mauvais gestes, parce que les règles du jeu ont été définies, et les règles du jeu sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Donc définir le cadre avant, autour d'un café, autour d'un verre, c'est pas mal, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise en arrivant au lit, ni d'un côté ni de l'autre. Oui, en théorie, oui, sauf que quand je dis que j'aime pas la pénétration vaginale et que monsieur dit que c'est pas grave, et une fois arrivé au lit, finalement c'est super important pour lui. Oui, mais parce que vous savez bien que les hommes, ils sont toujours un peu fanfarons, donc il se dit, oui, mais avec moi, elle va trouver ça bien. Donc je pense qu'il serait plus simple, Émilie, de dire carrément les choses, dire je ne peux pas être pénétrée vaginalement. Après, s'il pose la question pourquoi, etc., vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais donner juste une information très claire. Mais je sais faire. Je leur dis que la pénétration vaginale c'est pas mon truc parce que ça. Oui, mais mal, c'est pas mon truc. Ça veut dire que peut-être moi je vais y arriver parce que je suis un meilleur amant, vous voyez. Tandis que quand vous dites c'est impossible. Ce n'est pas possible. Ouais. Alors ça peut, si vous n'avez pas envie de parler de vaginisme, vous pouvez dire j'ai été opérée, c'est pas possible, ou enfin vous inventez ce que vous voulez. C'est pas, mais vous voyez le fait de dire ce n'est pas possible, c'est pas la même chose que c'est pas mon truc. Quand on dit à un homme c'est pas mon truc, ça peut même le motiver à avoir envie d'essayer de vous prouver que c'est votre truc. Vous êtes d'accord, Samuel Salama? Vous voyez? Pour moi, le fait d'exprimer de la douleur, c'est suffisant pour qu'il n'aille pas sur ce terrain. Mais on est bien, j'ai bien compris, mais c'est vous qui n'avez pas compris ce que je vous dis. Mais c'est pas grave. C'est dans la discussion avant où il faut lui dire que ce n'est pas envisageable et c'est même pas la peine d'en discuter. Donc voilà les pratiques, voilà ce qu'on va pouvoir faire, voilà le cahier des charges, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et si c'est pas entendu de cette manière, c'est même pas la peine de se retrouver au lit. Parce que le lit ne doit pas être un moment de stress pour vous ou dire ah là là, et si à un moment il me demande la pénétration vaginale, qu'est-ce que je fais? Nous, les patientes vaginiques qui viennent consulter, quand elles sont en phase de réacceptation de leur corps, reconstruction mentale de leur vagin, on fait des ordonnances en disant pas de pénétration vaginale. Faites ce que vous voulez, faites tous les jeux que vous voulez, mais pas de pénétration. Que vous n'ayez pas le stress quand vous vous engagez dans un rapport de devoir gérer un homme qui vous dit et si on était essayé à l'intérieur? Non, que vous ayez l'esprit dégagé pour vous épanouir dans l'apport parce que le sujet ne viendra pas parce que vous en avez discuté avant. D'accord, je choisirais mieux mes mots pour leur dire que c'est impossible et que c'est même pas la peine d'y penser, et s'ils en ont envie, on n'ira pas plus loin. Et qu'il y a plein d'autres choses à faire très sympas, parce qu'on rencontre pas qu'un vagin, on rencontre une personne et l'ensemble de sa sexualité avec ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà, et puis je rappelle que surtout préservatif obligatoire, parce que là, on est évidemment plus à risque d'attraper une IST. Dans tous les cas, Brigitte. Dans tous les cas, mais on a fait une émission hier sur le préservatif. Je vous assure qu'on a tout dit, et j'espère que ça a fait son chemin chez tout le monde. Bon, merci Émilie. On va continuer dans la deuxième heure justement à parler du plaisir anal, mais ce sera avec un homme qui a envie aussi d'en parler, et on pourra voir quelle est la différence, en admettant qu'on puisse bien comprendre quelle est la différence entre un homme et une femme, alors que de toute façon on est soit homme soit femme, quoi qu'aujourd'hui je ne sais pas, peut-être qu'on peut être les deux. Vous avez aussi la petite devinette qui vous attend, Samuel Salama. Une prostituée et une vierge sont dans un bateau. Le bateau coule, laquelle se noie? Vous avez le temps des infos. Ne regardez pas comme ça, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et si vous la trouvez pas, c'est pas grave. Je vous la donnerai. Allez, on se fait une petite pause, le temps des infos, et on se retrouve tout de suite avec le plaisir féminin. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Samuel Salama, aujourd'hui gynécologue, médecin de la reproduction et sexologue, et nous évoquons le plaisir féminin. Et dans un instant, c'est Fred qui va nous parler non pas du plaisir féminin, mais du plaisir anal. Mais d'abord, j'aimerais bien une réponse à ma devinette. Alors écoutez bien, c'est une prostituée et une vierge qui sont dans un bateau. Le bateau coule, laquelle des deux va se noyer?
sachant que pour ne pas se noyer, il faut savoir nager, il faut pas perdre ses moyens. Bon, ça vous aide pas. Pas du tout, celle-là. Eh ben, c'est la Vierge qui va se noyer parce qu'elle est paniquée. Oui, tout à fait. On est d'accord. C'est forcément, et ça, c'est forcément. Quand on panique, on coule. Et ben voilà. Bonjour Fred. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Samuel. Bonjour. Voilà. Non, moi je voulais déjà commencer par Freud, dire que même lui, il comprenait pas trop, quoi. Il parlait de trou noir, il disait qu'il était perdu. Non, de continent noir. Continent noir, pas de trou noir. Pardon. Oui, ben, enfin voilà, continent noir. Donc le clitoris, ça aurait été un peu touche pipi pour simplifier, vulgariser. Et puis le bon chemin, en fait, c'était la pénétration vaginale. Mais ce qui est terrible, quand on fait un peu, quand on connaît un peu, en même temps, c'est une époque où la sexualité était quand même très 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 ignorée par beaucoup de gens. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il a même, il y a une femme qui était donc qui s'est fait opérer pour pouvoir mieux jouir. Marie Bonaparte, absolument. Donc c'est fou quand même jusqu'où les femmes pouvaient être sous l'emprise de cet homme qui... Et adhérer à ce discours où il disait que l'orgasme clitoridien était l'orgasme de la petite fille névrosée de l'absence de pénis, et que le véritable orgasme de la femme se devait être par la pénétration vaginale exclusive du pénis de son mari. Et qu'il n'y avait pas autre chose. C'était un peu phallocrate, on va dire. Complètement. Mais il a reconnu à la fin de sa vie que, concernant la psychologie féminine, il n'avait toujours pas réussi à répondre à la grande question, mais que veulent-elles vraiment ? Donc heureusement que d'autres psy et d'autres médecins sont passés après pour comprendre, pour réfléchir, pour décrire l'anatomie et la sensibilité féminine par rapport au clitoris et dépasser complètement ce stade de clitoridienne ou de vaginale, parce que tout, ou quasiment tout, et on pourra revenir sur ce quasiment après, passe par le clitoris. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que qui qu'on soit, quelles que soient les études qu'on fait, etc., on parle toujours qu'à partir de soi. Et c'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est-à-dire qu'on parle toujours à partir de soi. Alors après, on peut avancer, on peut essayer de comprendre que notre vérité n'est absolument pas la vérité absolue, mais il parlait à partir de lui, parce que finalement, quand on voit sa propre histoire, c'est pas un homme qui a eu énormément d'aventures féminines, soyons clairs. Non, c'était pas ce qui se faisait à l'époque. Ni son envie. Quand on voit par exemple son ami avec lequel il s'est assez vite fâché, Carl Jung, qui lui avait beaucoup d'aventures féminines, devait certainement mieux connaître le plaisir féminin que Freud. Et je pense que là-dessus, ils n'étaient pas du même avis. Mais bon, après, c'est une autre époque. Et puis on doit quand même beaucoup à Freud, qui a été quand même le découvreur de la psychanalyse. Et il faut toujours un début, et c'est jamais le début qui est le plus abouti, forcément. Bref, Fred, donc... Moi je voulais enclencher sur moi, justement, sur mon histoire. Allons-y. Et puis j'ai bifurqué, j'ai changé de chemin en cours de route, je suis bi, donc moi j'ai découvert la sodomie, en tant que receveur, bien sûr. Et là, là je me suis pas interdit cette zone, voilà. Donc en hommage à l'égalité homme-femme, j'ai envie de dire, j'ai découvert le plaisir anal. Oui, mais égalité, est-ce que c'est la même chose chez une femme et chez un homme ? Je ne crois pas. Non. Non, c'est une boutade. Je voulais dire que j'ai découvert... En même temps, attendez Fred, soyons clairs. Ouais. La pénétration anale, au niveau de l'anus, les terminaisons nerveuses sont les mêmes chez un homme et chez une femme. C'est ce qu'on dit, l'anus est le seul organe sexué commun à l'homme et la femme. Tout le reste, c'est des organes différents. Voilà. Après, évidemment, ça bifurque un peu différemment, on va dire. Oui, mais... Pardon. Non, allez-y, Fred, je vous en prie. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Oui, par contre, moi, j'ai découvert vraiment la jouissance anale, quoi. Ce jour-là, c'était comme du beurre dans une poêle chaude, C'était le plaisir de découvrir l'anulingus aussi, avec certains hétéros curieux. Enfin, voilà, on découvre ça au fur et à mesure, et puis on est en 2026, donc, par rapport à avant, ça s'est un peu quand même détendu, si je peux parler comme ça. Enfin, à mon avis, les homosexuels découvraient ce plaisir il y a quelques millénaires. Je pense pas qu'on a attendu les années 2000.
Non, mais pour en parler, je voulais dire que c'était beaucoup moins tabou maintenant. Enfin, moi, j'entends autour de moi, des gens, ils en parlent beaucoup plus facilement qu'à une certaine époque, où déjà de la bisexualité et puis du plaisir anal, quoi. Des hétéros même font ça avec leur compagne. Hein. Oui, Samuel, allez-y. Alors, je pense que pour rassurer les gens, il faut dissocier malgré tout le plaisir anal de la bisexualité et de l'homosexualité. On peut avoir un plaisir anal masculin purement et complètement hétérosexuel. Vous êtes bisexuel et il n'y a aucun problème par rapport à ça, loin de là. Oui. Mais il y a des hommes hétérosexuels qui ont cette curiosité, qui ont cette envie-là, qui l'explorent et qui en profitent pleinement avec leur partenaire femme, et ils ne recherchent pas un homme pour ça. Ils sont très contents que ce soit fait avec leur partenaire femme. Et certains hommes d'ailleurs utilisent des objets qui sont donc des plugs. Et il y a le fameux Aneros qui est très très efficace, paraît-il, pour le plaisir prostatique. Et certains hommes le font tout seuls aussi. Je veux dire, c'est pas tout est possible. Est-ce que vous pensez que ça a toujours été, c'est ce que vous dites, je vous entends, hein, est-ce que ça a toujours été aussi nouveau, enfin, est-ce que les hommes avaient déjà découvert cette zone-là il y a longtemps, et j'ai l'impression, enfin, je sais pas. Bah, chez les Grecs, chez les Romains, oui. l'homosexualité et le plaisir pénétrant anal étaient connus, pratiqués, appréciés, et des deux côtés. Moi, je pense, vous savez, Fred, que la curiosité humaine n'a pas de limite. Donc, tout a été exploré depuis très 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 longtemps. Alors après, on n'en parlait pas, mais enfin, quand on regarde dans les livres érotiques des siècles derniers, on a déjà des preuves que ça existait. Hein. Oui. Comme beaucoup d'hommes connaissaient très très bien le clitoris féminin. On l'a pas découvert dans les années 2000 comme certaines féministes le croient. Alors Helen O'Conwell l'a décrit en 1998 tel qu'on le connaît sous sa structure. Il avait déjà été évoqué un petit peu avant, mais c'est depuis vraiment les années 2000 oui, mais ce que je veux dire, sa structure interne ça, en arche. Je suis d'accord, mais je veux dire, les hommes faisaient des cunnilingus depuis très très longtemps aussi. Je veux dire, on n'a pas attendu les années 2000. Et de manière plus ou moins autorisée, parce que et de manière plus ou moins bien vue. Je vous rappelle que dans les années 60, ces pratiques, le cunnilingus ou la fellation, c'était des pratiques de prostituées. On faisait pas ça à la maison. C'était très mal vu. On faisait pas ça avec sa femme. Et pour revenir même jusqu'à l'Antiquité, il y a la femme du maître de la maison disait non, pas ce soir avec moi. Je ne suis pas fertile. Je ne suis pas là pour ton plaisir. Va t'amuser avec les serviteurs. Donc chacun avait sa place et les pratiques se définissaient en fonction des codes de la société. Rappelez-vous ces 4 choses: la morale, la religion, l'hygiène, la loi. Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas en fonction du pays, et la société avec l'ambiance dans laquelle on vit. Mais peut-être que c'était d'autant plus agréable de le faire parce qu'on transgressait la loi et la société, allez savoir. Au risque de se retrouver en prison. Quand on était chez soi, peut-être pas quand même. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a quand même 17 pays au monde où l'homosexualité est punie de peine de mort, et que ce soit chez soi ou pas chez soi, on joue pas avec ça. Non, mais ça, je suis d'accord. Je parlais plutôt de couples hétéros qui étaient ensemble, mariés, et qui dans la chambre faisaient peut-être des choses qui n'étaient pas très autorisées, mais qui le faisaient quand même. C'était plus ça. Mais bien sûr que l'homosexualité est encore dans 17 pays. Je pensais pas qu'il y en avait autant. 17 pays où c'est puni de peine de mort et 70 pays où c'est passible de plus de 10 ans de prison. Oui, et voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, où ils sont en train de redurcir la loi. Oui, et puis je crois que c'est au Yémen où c'est terrible. Ils les pendent encore. Enfin, c'est... Mais chez nous, en 1932, c'était quand même considéré comme problématique, non, il me semble. C'est jusqu'à la loi a été retirée en 1982, en effet. Mais oui, quand même. Et ça a été retiré des pathologies mentales aux États-Unis sur un vote à main levée. Dans le congrès de psychiatrie, ils ont dit on le garde ou on le garde pas. On va lever la main, savoir est-ce que c'est une maladie ou pas, et est-ce qu'il faut mettre en place des thérapies de réassignation. Mais oui, on avance, ne perdons pas. Mais attention, faisons attention parce qu'on peut reculer quand même, et si on recule,
Bon, c'était facile. Ce sera le mot de la fin. Merci Fred. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec le C'est maintenant, et c'est Bernadette qui a rencontré un homme beaucoup plus jeune et qui se pose des questions. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Samuel Salama, on va donner la parole à Bernadette qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour docteur Samuel. Bonjour. Samuel Salama, oui, qui est avec nous et qui est gynécologue. Alors vous avez un certain âge, Bernadette ? Oui, je vais avoir 60 ans là bientôt, oui c'est ça. Bon, ça va, vous êtes encore très jeune. Une jeune femme. Merci. Et vous avez Oui, je vous en prie. Je peux me permettre. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je voulais essayer donc de vous faire une petite synthèse pour voir si ça vous convient, si je peux le dire. Peut-être ça sera plus simple. Allez-y. Oui. Voilà. Je me suis dit qu'en abordant le sujet comme ça serait peut-être plus plus adaptable à ce que c'est une souffrance parce que je suis quand même gravement malade et je me suis permise de faire ce texte. Alors j'espère que ça vous dérange pas trop. Non, allez-y. Voilà. Donc je souhaite partager avec vous cette renaissance inattendue, cette surprise que la vie m'offre après 15 années d'abstinence, de traitement, d'hospitalisation. Qu'est-ce que cela signifie après presque 60 ans de se reconnecter à cette sensualité qui semblait perdue? Est-ce encore possible quand le corps a été fragilisé par la maladie, quand l'esprit doute de sa désirabilité? J'ai été cette femme moderne, libre, indépendante, cette dent puante qui pendant un temps semblait insatiable, mais la maladie, cette ombre invisible, a peu à peu éteint cette flamme. Le papillomavirus, avec ses répercussions, m'a appris la patience, la résilience, et puis il y a le syndrome de Charles. Cette atrophie qui rend mes muscles douloureux, fragiles, comme un rappel brutal de mes limites, une barrière que je croyais infranchissable. Jusqu'à ce que tout change, qu'une rencontre virtuelle me pousse à repenser tout ce que je pensais savoir. Cet homme, cette beauté insolente, ce corps d'athlète qui ferait frémir un sein, a réveillé en moi quelque chose d'oublié, de profondément enfoui. Mon corps aussi, il se réveille, il réclame, il veut aimer et être aimé. Mais voilà, j'ai presque 60 ans, je suis ronde, voluptueuse, et mon corps n'a plus rien offert depuis longtemps. Pourtant il crie, il aspire à l'amour, à la tendresse, au plaisir. Mon médecin m'a conseillé avec douceur de m'éveiller à nouveau, de me reconnecter à cette sexualité, de me masturber, d'utiliser un petit sextoy et de me protéger avec mon compagnon. Voilà, je me pose alors cette question que je vous pose. Vais-je arriver à dépasser toutes mes peurs? Je me demande aussi, vais-je encore retrouver cette puissance, cette confiance en mon corps? J'ai presque honte d'imaginer me mettre nue devant lui, sachant que je n'ai jamais eu de tabou dans le passé. Alors je me demande, et si j'osais croire que je reste désirable, que malgré tout je peux encore faire l'effet et provoquer une érection chez l'autre? Voilà, c'est plein de ces questions que... Mais vous nous parlez très très bien de vous, et vous avez utilisé des jolis mots, Bernadette, mais vous ne nous parlez absolument pas de lui. Donc lui, est-ce qu'il est attiré par vous? Est-ce que c'est une... Parce que pour l'instant, vous avez parlé de virtuel. Est-ce que vous vous êtes rencontrés? Est-ce que vous sentez qu'il est désirant, pardon? Alors, on ne s'est pas encore rencontrés. Il met beaucoup de barrières parce que lui, il ne veut pas d'une aventure. Voilà, ça, c'est quelque chose. Il a eu un vrai coup de foudre, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et il y a une forme d'alchimie, quelque chose qui est évident. C'est ça, c'est évident. J'ai quand même un petit doute. Je voudrais pas qu'il soit intéressé. Par quoi? Puisqu'il a une situation. D'accord. Ok. Non, parce que j'ai déjà fait l'enquête là-dessus. D'accord, parce que il y a des hommes qui sont dans des rencontres virtuelles pour se faire épouser, pour avoir des bon. C'était ça ma limite. Non, il a vraiment pignon sur rue. Il a vraiment une entreprise. J'ai tout vérifié. Donc il existe bien, tout va bien. Voilà. Donc c'est vrai que il y a quelque chose qui se produit en moi. Ok. Et je pense alors Bernadette, vous savez, dans la vie, quand on a des choix, il faut savoir que on
on peut mettre d'un côté un choix, de l'autre côté l'autre choix. Dans votre cas, vous avez le choix de garder vos peurs et de ne pas le rencontrer et de passer outre et puis de rester comme vous êtes et puis vous avez le choix de cette rencontre. Il est évident qu'on a tendance à dire allons-y, rencontrons cet homme. Je crois que c'est lui qui a pas forcément envie de la rencontrer. Non, je crois que c'est elle qui a peur. Alors moi, c'est moi celle qui a le plus peur, c'est moi, bien sûr. Lui, il est complet dans ses certitudes. Lui, il veut vous rencontrer que si vous avez une vraie histoire, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, d'accord. Et en plus de ça, c'est lui qui trouve que j'ai trop de retenue, au contraire. Il trouve donc qu'est-ce que vous risquez de le rencontrer, Bernadette? Puisqu'il est d'accord, vous en avez envie. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez que ça tourne un petit peu vite à rien, mais au moins, vous aurez essayé. Vous voyez, je vois pas ce qui peut vous empêcher d'y aller. Le problème, c'est que moi, la maladie, elle a tellement pris de place et elle prend encore de la place. Vous l'avez prévenu? Non. Ah, d'accord. Voilà. Dites-lui, comme ça vous êtes transparente. J'essaye, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ce point d'intimité, non, peut-être, pour en parler. C'est déjà bien de se rencontrer, on n'est pas obligé de tout se dire dans le virtuel. Le principe de la séduction, c'est de présenter ses bons côtés, puis de se rencontrer, puis de créer du lien, puis de voir ce qui se passe, puis de commencer à raconter un peu ses faiblesses. Si on commence à présenter d'emblée ses faiblesses sur la première ligne, c'est pas ce qui met en avant. Mais globalement, alors... Mais vous pouvez juste glisser, Bernadette, j'ai été très malade, mais je suis guérie. Je vais mieux. C'est pas vrai. Là, ça serait un mensonge en plus. Vous n'êtes pas totalement guéri. Je le saurai jamais plus, mais je suis condamnée, mais ça, je peux pas lui dire. Disons que je suis surveillée tout le temps. Mais ça, je peux pas lui mettre une épée de Damoclès en lui disant oui, vas-y, aime-moi, et puis demain, je suis morte. C'est quand même presque égoïste de ma part, mais voilà. Mais elle est un peu curieuse, votre histoire, Bernadette. C'est tellement, enfin, ça ressemble un peu à une sorte de conte de fées. C'est pour ça que j'ai. Elle a été écrite, donc elle a été bien écrite avec des jolis mots, plus que en étant spontanée. Donc il y a tout un travail derrière ça. Mais maintenant, c'est pas parce que vous avez une maladie, ce que j'entends incurable, que vous n'avez pas le droit de vivre et que vous avez le droit de vivre pour vous. Et la rencontre, elle est d'abord pour vous. Vous avez la curiosité de voir quelqu'un, allez prendre un verre, voyez comment ça passe. Est-ce que le réel continue d'alimenter le coup de cœur qu'il y a entre vous deux, et puis voyez s'il y a quelque chose qui peut aller plus loin. Encore une fois, c'est le problème des applications de rencontres où on se dit tiens, moi je veux rencontrer quelqu'un pour faire une vraie histoire, pour faire une grande histoire. Il n'y a pas grand monde qui s'engage, en tout cas du côté masculin, en disant je veux faire une grande histoire, je veux rencontrer quelqu'un. En tous les cas, c'est ce qu'il veut. Lui, il veut pas autre chose que ça. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il pourrait rencontrer la plus belle femme du monde. Il est extrêmement beau. Moi, je me sens laide maintenant. Peut-être que je me déprécie, mais bon, voilà. Et écoutez, Bernadette, rencontrez-vous quelque part et puis déjà arrêtez d'échanger de manière virtuelle parce que ça, chacun y va de son imaginaire galopant. Et moi, je pense qu'il est plus que temps que vous vous rencontriez vraiment. Oui, et je lui ai demandé, regardez, pour l'instant, regardez ce week-end, là, c'est pas possible, donc il part en voyage, ok, très bien. Mais quand? Donc j'attends. Je suis prête. J'ai quand même un peu l'impression, Bernadette, qu'il vous emmène en bateau, Saint-Homme. Moi, je suis pas. Peut-être qu'il part vraiment en voyage. Oui, j'entends bien, mais il y a quand même quelque chose qui paraît bizarre. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous savez, il y a des hommes qui sont en virtuel et qui emmènent en bateau et parce que ça les excite et puis qui sont jamais prêts à rencontrer. Donc peut-être qu'ils vous emmènent en bateau là. Faites attention, Bernadette. Je voudrais pas que vous ayez à souffrir d'un contre-coup. Et la seule chose que je me dis, en tous les cas, si je peux me permettre, c'est qu'au moins ça m'a permis de me réveiller et de dire que j'ai peut-être une autre vie. Alors ça, c'est très bien, bravo. Vous prenez le côté positif des choses, très bien. J'ai toujours été comme ça. Formidable. Écoutez, moi je vous conseille d'essayer d'en voir peut-être d'autres que vous allez certainement pouvoir rencontrer peut-être plus vite. Et puis en attendant, quand il sera prêt à vous rencontrer, vous le rencontrerez.
profiter de cet éveil qu'il a provoqué pour pourquoi pas en rencontrer un qui serait prêt à vous rencontrer tout de suite, parce que si vous avez envie de retrouver votre sensualité, foncez, en plus ça va vous faire du bien sur le plan de la santé. Et je peux me permettre une chose? Bien sûr, Bernadette. À sa décharge, peut-être que c'est... Voilà. Lui, il a eu une histoire avec quelqu'un il y a 1 an de ça. Il vient d'être séparé. Il était avec une femme depuis 9 ans. Et il est rentré chez lui et il l'a trouvé avec son meilleur ami. Ça l'a traumatisé. Il est sorti d'une dépression, à vrai dire. Là. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile, à vrai dire. Et je pense que c'est réel, son coup de cœur. Et il a très peur. Je pense qu'il a très peur, cet homme. C'est possible, Bernadette. On peut pas. Nous, on a que ce que vous nous dites, donc on peut pas vous donner. Je vous le dis, oui. Oui, vous voyez, donc j'ai juste. Enfin, il y a juste des choses qui sont pas très cohérentes. Voilà. Bon, c'est un petit peu. Et puis moi, je suis là aussi pour vous mettre en garde. Je suis pas là pour aller forcément toujours dans votre sens. Si vous m'appelez, c'est aussi pour avoir un avis un peu éclairé. Et je pense que Samuel est assez proche de mon avis. Complètement, mais ce qui est très bien, c'est de sortir de la maladie, de ressentir des choses à l'intérieur du corps. Maintenant, si lui n'est pas disponible pour ça maintenant, laissez-lui le temps de guérir de sa dépression, de se rendre plus disponible si un jour ça vient. Mais en tout cas, vous, ouvrez-vous aussi peut-être à d'autres choses, parce que si, comme vous le dites, le temps est compté, c'est le moment d'en profiter. Exactement. Ce ne sera pas demain. Merci en tout cas de votre confiance, Bernadette. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. On va reparler de la chambre propice à la sexualité et c'est Valérie qui va témoigner également sur le plaisir féminin. 14h-16h, Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Samuel Salama, on revient sur la chambre, une chambre propice à la sexualité. Déjà, on va rappeler, si vous avez des enfants, précaution simple, mettez un verrou ou une serrure qui ferme à clé. Ça évite l'enfant qui arrive, parce que c'est toujours un petit peu désagréable, à la fois pour le couple, et puis c'est jamais très bien pour l'enfant non plus de surprendre ses parents en plein débat. Ensuite, vérifiez que vous avez des volets ou des rideaux épais qui vous isolent de l'extérieur. Et si vous avez des murs fins, mettez plutôt du tissu mural plutôt que du papier peint, parce que ça isole un peu mieux la pièce. C'est pas mal quand on est dans des appartements pas forcément très bien isolés. Et puis, n'hésitez pas à prévoir un ventilateur pour l'été, un radiateur électrique pour l'hiver, parce que la bonne température, c'est tellement important. C'est terrible ce que, quand on fait l'amour, si on a trop chaud ou trop froid, comment ça coupe un peu les ébats. Mais tout ce que vous venez de décrire sur l'aménagement de la pièce, en fait, il faut être confortable. Il faut être bien. Si on n'est pas bien, s'il y a du stress, s'il y a de l'angoisse, c'est contre l'érotisme et c'est contre l'amour. Vous savez que l'homme, au naturel, il est en érection. C'est parce qu'il est stressé et qui sécrète de l'adrénaline et du cortisol, qui range son érection. C'est pareil sur le pendant féminin. Par définition, le stress, c'est l'anti-sexualité, c'est l'anti-amour. Donc, si on sait que le voisin peut nous entendre, si on sait que l'enfant peut rentrer dans la chambre, si on sait qu'on peut être vu par la fenêtre, on n'est pas suffisamment à l'aise pour pouvoir être bien dans sa sexualité et pour pouvoir jouir et débrancher ce cortex orbito-frontal, parce que on est en permanence sur la veille, sur la surveillance. Donc c'est pas les meilleures conditions pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Alors il y a d'autres conseils. Si vous êtes célibataire, évitez les photos sur la table de nuit où vous êtes avec votre ex ou avec des enfants. C'est pas l'idéal. C'est pas dans la chambre à coucher. Il faut les laisser peut-être au salon. Bref, la chambre, c'est l'endroit du couple d'amants par excellence. Donc il faut y penser. Vous pouvez aussi adapter des lumières à vos ébats, parce que parfois il y a qu'une lampe au plafond très très forte ou le noir. Donc c'est bien de prévoir un endroit où vous pouvez mettre une petite lampe qui fait un peu de lumière, juste ce que vous aimez, une lumière d'ambiance. Et puis il y a une autre chose auquel je pense, prévoyez toujours peut-être éventuellement une petite couverture qu'on peut remettre juste pour avoir un peu moins froid de temps en temps. Et puis des coussins, parce que ça permet de caler mieux sa tête dans certaines positions, ou ses pieds, ou ses genoux. Ça peut bien servir des coussins
pour bien avoir le confort justement dont vous parlez, Samuel Salama. Voilà. Et puis aussi tout le petit matériel à portée de main, d'avoir les préservatifs pas loin, d'avoir les Kleenex pas loin, parce que si une fois que l'ambiance a chauffé, attends, faut que j'aille trouver le truc et qu'il faut ressortir pour repasser dans le couloir. Ça coupe tout. Voilà, donc ça s'anticipe aussi un petit peu. Et si on est Fontaine, les serviettes, c'est très important. On en a suffisamment parlé la dernière fois que vous êtes venu. Et les jouets, pourquoi pas tout de suite dans la table de nuit. Et ce jouet, je vous l'offre grâce à Lelo. C'est un plug anal vibrant unisexe. Vous pouvez vous le procurer en envoyant Brigitte par SMS au 7 20 18. Valérie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Alors, dites-moi tout. C'est vous qui allez tout nous dire. Vous allez nous dire que tout est bon dans le cochon, comme on dit, dans la cochonne plutôt. Oui, dans la cochonnerie. Oui, effectivement, tout à fait. En fait, il y a quelque chose qui depuis longtemps nous complexait, on va dire. On pensait que on était soit clitoridienne, soit vaginale. On est d'accord. Et puis, oui, c'était avec le temps, l'expérience, etc. Moi, en tous les cas, je me suis rendu compte que c'est un ensemble, que en fait, on est les deux, et que c'est lié, c'est intimement lié. On peut pas les départager, on peut pas dire je suis ceci ou ceci. Enfin, en ce qui me concerne. Oui, vous avez tout compris, Valérie. Absolument, allez-y. Mais assez tard, je l'ai compris assez tard. Pourquoi parce que au début, moi c'est pareil. Au début, quand j'avais 20 ans, on était encore dans cette idée clitoridienne ou vaginale. C'est ça. C'est surtout qu'on ne naît pas femme, on le devient, et c'est au travers des expériences. Alors le clitoris, il est facilement explorable. Il y a des petites filles très jeunes, des 5-6 ans, qui se frottent sur les draps, sur la peluche, sur le rebord de la baignoire avec le pommeau de douche et qui découvrent des sensations relativement facilement accessibles. Mais par contre, le vagin, la stimulation du clitoris au travers le vagin, encore une fois, c'est pas des vaginales ou des clitoridiennes, c'est du clitoris neurologiquement. Tout est du clitoris, mais qui va être stimulé de différentes manières. Et donc, l'apprentissage de la stimulation du clitoris par la voie vaginale, c'est pas forcément évident. Ça marche pas forcément la première fois. Il va falloir du temps, il va falloir de l'expérimentation, de la recherche, de la compréhension pour pouvoir la mettre en place. On ne naît pas femme, on le devient, et encore plus dans sa sexualité. Je suis bien d'accord. Pour un homme, vous êtes bien au courant. Vous êtes spécialiste. Il est gynécologue, quand même, Valérie. Encore une fois, c'est pas le gynécologue. Oui, bien sûr, c'est vrai, parce qu'il y a des gynécologues qui sont pas très au courant. C'est vrai. Alors, si je peux répondre à ça, effectivement, quand vous parlez du pommeau de douche, ça a été ma première expérience quand j'étais petite fille. J'ai découvert par hasard que ça faisait glu-glu. Voilà, oui, parce que j'étais petite, je savais pas trop, jusqu'au jour où effectivement j'ai atteint l'orgasme sans le savoir, parce qu'on ne sait pas quand on est petit, avec sans doute un sentiment de honte, parce qu'on se dit tout ce qui vient de c'est pas bien, c'est mal. Enfin, c'est ce qu'on disait à l'époque. Ouais, c'est terrible ça. L'éducation. Oui. Tout ce qui vient de là, on ne sait pas en parler. Et puis en plus, malgré qu'on avait l'éducation sexuelle à l'école, on apprenait le minimum de la reproduction. Je dis bien de la reproduction. On apprend à se reproduire, mais pas au plaisir qu'il y a autour, puisque pour l'école, c'est juste, on explique quoi pour avoir des enfants. Le plaisir, ça vient bien plus tard. Puis généralement, quand on est une jeune fille et qu'on est bien élevé, on a un peu peur de montrer si on a du plaisir. On regarde, mais on n'ose pas montrer, on n'ose pas se laisser aller. Donc l'apprentissage vient petit à petit. On commence à... D'ailleurs, heureusement qu'on a des Brigitte là qui nous démocratisent un petit peu, parce que sinon on reste enfermé dans ces schémas de attention pas bien. Et puis un jour et très tard, on se rend compte justement en regardant son sexe dans un miroir au sol, parce qu'on n'avait jamais osé regarder avant. Et quand je dis ça, c'est très très tard. On s'aperçoit que c'est bizarrement foutu. J'avais pas regardé tous ces angles-là. Mais c'est joli, surtout. C'est ça qu'il faut dire aux femmes. Et vous avez raison, Valérie, et bravo, parce qu'à un moment donné, il faut aller regarder. Et là où vous avez raison, c'est que ça ne se regarde pour nous que avec un miroir au sol. Vous êtes en face d'une glace en tant qu'homme et vous voyez tout, le 3 pièces, vous le voyez. Il n'y a même pas besoin d'être en face d'une glace, ça se voit d'en haut.
ou quand on n'est pas trop gros. Vous voyez pas par en dessous, vous. Non, mais de toute façon, le petit garçon né avec son zizi a toujours eu des bons rapports avec lui parce que il a grandi, puis il a tiré dessus, puis c'était agréable, et puis il s'amusait avec les copains, faire qui fait pipi plus loin, et puis globalement, ça lui a jamais posé trop de problèmes. La jeune fille, elle l'a jamais vu, elle l'a jamais exploré, elle l'a jamais comparé aux copines, et puis elle le connaît pas, puis ça gratte, ça brûle, il y a des pertes, ça saigne. C'est une zone qui peut être problématique. Philippe Breneau avait fait une étude il y a une dizaine d'années où il avait interrogé 3000 femmes. 15% des femmes n'ont jamais regardé leur sexe. Et sur les 85%, souvent, elles l'ont regardé quand il y avait un problème, quand il y avait quelque chose. Et dans la question d'après, 45% des femmes seulement trouvent leur sexe joli et désirable. Et 55% voient une zone qui est... Mais alors, je voudrais rendre hommage à Gérard Swang, qui a écrit Le sexe de la femme dans les années 60 et quelques, qui a été donc un grand succès et qui avait sorti l'atlas du sexe féminin avec que des photos de vulves, et c'est un très gros livre que j'invite certaines femmes parfois à aller voir, parce que on voit bien qu'il n'y a pas de vulve qui se ressemble, comme il n'y a pas de pénis qui se ressemble d'ailleurs. Tout est différent. Et donc, en vieillissant, on va dire, et assez tard, j'ai fini par les regarder dans un ouvrage, je sais plus lequel, ou même sur Internet, et j'ai vu que, en fait, le clitoris, c'était pas juste le clitoris. Le clitoris, c'était un organe extrêmement grand qui entourait le vagin. Et j'ai découvert ça, ça a 10 ans, donc c'est très récent pour moi. Et c'est là que j'ai compris pourquoi le plaisir, qui est d'abord, chez moi en tous les cas, et chez beaucoup de femmes externes, finit par devenir interne et un ensemble, jusqu'au plaisir final, parce que ça s'étend d'une zone à l'autre et que c'est un ensemble et non pas juste juste externe, mais c'est un ensemble. Et en plus, si vous avez quelqu'un qui vous aime et qui vous embrasse, alors là, c'est l'extase totale. Mais pour en arriver là, il a fallu un très long cheminement et beaucoup de partenaires différents. Mais oui. Voilà. Mais et votre témoignage est fort, bien sûr. Non, jamais. Ce qui est bien, c'est le chemin et c'est pas forcément la destination. Et il y a peut-être encore d'autres nouveautés, d'autres choses à découvrir, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Peut-être, je sais pas, je peux pas vous dire puisque je connais pas ce que je ne connais pas encore, on va le dire. C'est ça. Voilà. Et puis, comme moi, je suis un peu scientifique à la base, et je me dis, en plus, beaucoup de choses sont dictées par les hormones, vous le savez. Donc, en vieillissant, les hormones sont bien moindres, et l'envie y est moins. Il faut l'avouer, même chez les femmes. Et d'abord, chez les femmes, on le sait bien, chérie, j'ai mal à la tête, n'est-ce pas? Mais c'est pas une finalité. C'est qu'il y a des solutions à ça, des solutions qui sont comportementales. Déjà, comprendre la différence entre le désir sexuel masculin et le désir sexuel féminin. Et puis, la chute d'hormones à la ménopause. Aujourd'hui, il y a l'hormonothérapie, il y a le traitement hormonal de la ménopause qu'on peut, chez la plupart des femmes, prescrire, et avec des risques qui sont aujourd'hui beaucoup plus limités que ce qu'on a pu imaginer avec les 2 études américaines des années 2000, donc c'est relativement sécure. Et puis, on peut aussi discuter d'alternatives, de la testostérone et autres, qui peuvent être bénéfiques sur le désir de la femme. Donc il y a tout un panel de choses, c'est pas une finalité, et il faut pas se résoudre en disant, ça y est, j'ai la ménopause, j'ai 50 ans, j'ai plus de désir, c'est fini. Loin de là. C'est pas ça, c'est que quand si vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas de désir, je veux dire. Mais oui, mais c'est le désir, l'amour de l'autre. Oui, mais Valérie, le désir, moi je crois que le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'on confond l'attraction qu'on a pour notre partenaire et qui provoque donc du désir, et notre propre désir d'avoir du plaisir. Et c'est ce désir-là qu'il faut cultiver. C'est-à-dire que quand vous avez visiblement vous avez des orgasmes quand vous faites l'amour. Oui, heureusement. C'est pas une évidence pour tout le monde. 30% des femmes n'ont pas d'orgasme. Mais j'aime pas que ça soit mécanique. Mais oui, mais Valérie, il faut que vous ayez le désir d'avoir du plaisir. Et c'est ce désir-là qu'il faut cultiver. Parce que sinon le désir pour l'autre, dans un couple qui vieillit, il a tendance à s'éteindre. Tandis que le désir d'avoir du plaisir, il peut vraiment se cultiver. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, et avec le temps, on découvre d'autres manières de prendre du plaisir, mais on garde son désir intact. Sinon il va s'étioler, votre désir.
Oui, il faut que je fasse une réflexion là-dessus, effectivement. Oui, parce que si vous attendez le désir qui vient de l'amour que vous avez pour votre partenaire, c'est dangereux, c'est plus fragile. Alors, je vais vous donner une petite piste. On dit classiquement, le désir sexuel chez l'homme et chez la femme est multifactoriel. Il y a plein d'éléments qui vont jouer dessus de manière positive, négative. Voilà, la durée du couple, l'âge, les hormones, tout ça, ça va jouer dessus. L'homme, il a un moteur très puissant, c'est la testostérone. Il fait rien, il produit tous les jours des litres de testostérone, pas des millilitres, mais ça suffit, et ça lui donne un désir sexuel pulsionnel. La femme, elle n'a pas ce moteur intrinsèque, donc elle n'a pas cette tension. L'homme désire la femme désire le désir de l'homme. Il n'y a rien de plus valorisant pour une femme que de se sentir désirée par son partenaire. Master et Johnson avaient décrit une linéarité. Il y a le désir, puis la réponse sexuelle avec l'excitation, le plateau, le pic orgasmique et la période réfractaire. Des variantes un petit peu chez la femme avec pas d'orgasme, de multiples orgasmes, des périodes réfractaires ou pas. Mais Rosemarie Basson est arrivée en 2000 en disant « Oui, mais en fait, on n'est pas d'accord sur cette linéarité. » Cette linéarité de dire qu'il y a du désir, puis après, il y a du plaisir. Parfois, c'est le plaisir qui va donner du désir. Madame n'a pas d'envie, elle n'a pas d'envie intrinsèque au fond d'elle. Bon, elle est posée dans le canapé, tout va bien avec son partenaire, les enfants, il n'y a pas de souci et tout. Est-ce qu'elle a envie d'avoir du sexe là maintenant ? Elle est heureuse. Elle est bien, mais elle se mettrait bien devant la télé, elle n'a pas d'envie. Bon, son partenaire, lui, a eu d'envie. Il va vers elle, il commence à aller vers elle, lui parler. Le stimulus visuel, c'est plutôt du côté masculin. Voir une femme nue ou en sous-vêtements, ça va éveiller quelque chose chez monsieur. Madame qui voit son mec en caleçon, ça fait pas grand-chose. Par contre, monsieur qui arrive, et puis qui s'est fait un petit peu beau, qui va vers elle, qui lui dit « Je te trouve très belle, j'ai envie de toi », qui commence à la caresser. Elle le connaît, elle sait où il va en venir, elle sait que quand elle s'engage dans un rapport avec lui, c'est bien, c'est bon, c'est sympa, elle a du plaisir et des orgasmes, c'est plutôt positif. Donc elle se laisse faire. Monsieur a des caresses qui deviennent un petit peu plus ciblées, qui vont faire apparaître du plaisir. Et c'est ce plaisir qui va faire naître du désir, qui va démultiplier le plaisir, qui va amplifier le plaisir. Et en fait, on est sur une circulaire. Mais on n'a pas commencé en ayant spontanément envie. C'est plutôt une réponse, et une réponse au plaisir. L'appétit vient en mangeant. Non, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Bah, prends un petit truc à manger. Et puis on se retrouve à avoir super bien mangé. Mais j'avais pas faim. Et bah oui, mais c'était bon, et bah t'as mangé. Bah voilà. Et la différence, c'est que en faisant l'amour, vous perdez un peu de kilos, alors qu'en mangeant, vous en prenez. Donc en plus, c'est gagnant-gagnant. Je veux dire surtout, il faut que tu me parles. Si tu me parles, ça me donnera envie. Mais expliquer les mécaniques du désir à l'homme et à la femme, comprendre que c'est différent et trouver un terrain d'entente. Comme dit, comment il s'appelle déjà, Paul de Vambre, l'homme c'est un micro-ondes et nous on est un four, il faut le temps que ça chauffe. C'est tout. Mais si l'homme ne comprend pas qu'il faut le temps que ça chauffe et qu'il va et qu'il reste micro-ondes, évidemment, il ne sait pas nous allumer. Mais il y a des fours qui peuvent chauffer très très vite. Mais juste comprendre, la femme, elle a compris que l'homme, il était attiré par le visuel et l'esthétique. Elle se met en avant, elle s'habille, elle sait mettre ses atouts en avant. L'homme n'a pas compris que la femme, bah oui, c'est quand même important que monsieur soit joli, bien sûr, le plus possible. Mais monsieur n'a pas compris que son atout, c'est la parole. C'est d'être capable de dire les choses, de montrer du désir, de valoriser la femme. Et voilà, quand il aura compris ça, ils vont trouver un terrain d'entente entre les deux et ça marchera beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ces conseils que je vais mettre en pratique. Mais vous le saviez, le problème c'est monsieur. Non, je sais pas. En tout cas, faites-lui écouter en podcast, Valérie. Hein, ça lui fera du bien. Vite fait. Oui, j'ai une question quand même, puisqu'on parle du plaisir d'un ensemble, etc. Chez les animaux, je voulais juste vous poser cette question. Alors, on va faire une petite pause et on va revenir sur les femelles et les chiennes. D'accord, Valérie, restez avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous avons changé. Nous ne sommes plus dans l'émission de Brigitte Lahaie qui parle de sexualité, mais nous parlons des animaux avec Valérie qui a eu envie de poser des questions. Mais c'est toujours intéressant de revenir un petit peu à la sexualité animale. Alors, on va pas passer en revue la sexualité des protozoaires, des insectes, etc. On va peut-être rester avec les mammifères, non, Valérie ? Tout à fait. En fait, c'est juste une question. J'en profite puisque j'ai affaire à des professionnels. Oui, allez-y, je vous en prie. On parlait des humains, mais les animaux. Je sais que les chiens, les chevaux, les juments ont un clitoris. On est d'accord, vous le savez. Donc, c'est un orgasme du plaisir pour nous. Hein. On en a parlé tout à l'heure.
Donc, je me dis, est-ce que les animaux, puisqu'ils ont cet organe, ils éprouvent, enfin les femelles en tous les cas, éprouvent du plaisir? Parce que j'ai pas trop l'impression, parce que quand je vois les accouplements de chevaux ou de chiens, je vois que le mâle, oui, il a du plaisir, ça se voit, mais la jument ou la chienne, je suis pas sûre qu'elle éprouve tellement de plaisir à faire l'acte. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question? Alors, moi, j'ai eu aussi des chiens, des chevaux. Valérie, non, je pense pas que enfin, ça, c'est toujours pareil. Attention, beaucoup de gens font de l'anthropomorphisme. Mais en effet, moi, je ne pense pas que la femelle ait énormément de plaisir et on a toujours un peu l'impression qu'elle attend que ça se passe. C'est ça. Quand c'est pas douloureux ou inconfortable. Comme chez le chat, par exemple, paraît-il. Ou le lion, la lionne. C'est ça. On voit le lion qui est vraiment en train de plaquer la lionne pour qu'elle ne bouge pas, dans ce qu'on a pu voir. Ce qu'on dit aujourd'hui de l'orgasme chez la femme. Les talons aussi, il prend l'encolure de la jument avec ses dents et elle n'a pas tellement intérêt à bouger. Hein. Il mord. Il fait mal parfois. Ce qu'on dit aujourd'hui de l'orgasme, à quoi sert l'orgasme aujourd'hui chez la femme? Il y a plein de théories sur le sujet, mais il y en a une qui dirait qu'aujourd'hui il y a un orgasme parce que c'est un reliquat de l'espèce animale où en fait le coït sert à induire un pic ovulatoire. Chez ces espèces, elles ne sont prenables que dans l'œstrus, c'est-à-dire quand elles sont en période de fécondité. Et c'est parce qu'il y a une pénétration qui stimule ce clitoris, que ça donne un pic ovulatoire qui va permettre d'avoir la fécondation à ce moment-là. Et donc, dans l'espèce humaine, ça ne marche plus du tout comme ça. Hein. La femme, elle a des cycles réguliers avec des ovulations quand le follicule est mature chaque mois. C'est absolument pas déclenché par le rapport sexuel. Mais on peut penser que ces pics hormonaux chez la femelle animale servent à induire le pic ovulatoire. D'accord. Mais encore une fois, par exemple chez les juments, on les insémine de manière artificielle et donc là il n'y a pas de coït et elles sont moins facilement fécondables, mais elles sont quand même fécondables. Donc c'est pas une nécessité absolue qu'il y ait le coït pour qu'elle soit. Non, mais il faut qu'il y ait une ovulation qui survienne à un moment ou à un autre. Oui, on envoie le sperme quand elles sont en ovulation. Mais dans certaines espèces animales, ce qui est aussi un reliquat, enfin les contractions du périnée chez la femme peuvent aussi être des contractions du pelvis, de l'utérus, qui sert à la montée des spermatozoïdes et qui favorise la fécondation. Comme la lubrification d'ailleurs vaginale qui sert aussi à ce que les spermatozoïdes puissent grimper plus vite. Ouais. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre quand même aussi, enfin moi c'est ma théorie, et puis après tout je n'ai pas la réponse. Hein. Je pense que l'être humain, contrairement à l'animal, est d'une grande curiosité et il y a quand même une intelligence intellectuelle qui lui fait aller chercher toujours des trucs. Hein, c'est grâce à ça qu'on a inventé plein de choses. Et on peut bien imaginer que peut-être la femme femelle les petites filles de Lucie, elles se sont dit tiens, mais quand même il y a un petit trou, peut-être qu'en mettant un doigt on l'élargit, etc. Et qu'à un moment donné, à force, on a eu le clitoris qui s'est développé, etc. C'est possible aussi. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand la femme est en période d'ovulation, elle a quand même beaucoup plus envie. Hein, ça, je l'ai remarqué. Hein. Aussi. Oui, en général, il y a un impact des hormones, oui. Oui, en général, oui, suivant le cycle hormonal, il y a des différences de désir et ça, les enquêtes l'ont toutes prouvé, absolument. Mais heureusement qu'on n'est pas des femelles, hein, parce que ce serait pas drôle. Hein. Au moins, nous, on peut tous les jours. Hein. Voilà. Mais parce qu'il y a un élément qui est très 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 puissant, c'est le plaisir et l'envie d'y retourner. Le système de récompense. C'est parce qu'un rapport sexuel est bon et agréable qu'on a envie d'y retourner. Et toutes mes conférences les concluent en disant, messieurs, occupez-vous de vos femmes, elles sauront vous le rendre. Une femme qui a pris du bon temps pendant le rapport sexuel avec un homme altruiste, qui a eu du plaisir, qui a eu voire des orgasmes, elle sera beaucoup plus motivée à y retourner qu'une femme qui s'est ennuyée, chez qui ça n'a pas duré longtemps, ou avec un homme qui était très égocentré, phallocentré, qui a pensé qu'à son plaisir. Ou très fainéant.
En tout cas, qui a pensé qu'à lui, parce que s'il s'est retrouvé là, c'était pour se faire plaisir à lui, et qui considère pas du tout madame. Eh ben, qu'ils aillent voir des putes, ceux-là. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci Valérie, merci beaucoup Samuel Salama. Avec plaisir. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Demain, on sera avec Hélène Vecchiali et on va parler des sauveurs. Vous savez, ce besoin de prendre quelqu'un qu'on va sauver parce qu'il va pas bien, etc. Ça mène jamais des grandes histoires d'amour. Et puis, notre gagnante, c'est Sandrine, qui va recevoir ce plug de la marque Lelo et qui habite dans le Gers. 14h-16h, Brigitte